Programme Sissi Wote et Marie-Olive Lembe Kabila vient en aide à plus de 1500 femmes exerçant des commerces à faible revenu. La cérémonie s'est déroulée à Lubumbashi, au Golfe Plateau. Et puis en sport, c'est bien parti pour se relancer dans la course aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire. Après 2 défaites, la RDC s'impose 3-1 face au Maraboutnous de la Mauritanie et des Arbres se montrent plutôt confiants pour la suite des éliminatoires. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Parlons d'abord sécurité. Le retrait de troupes du M23 RDF de certaines contrées dans l'est du pays ne constitue en rien une réalité ni aux yeux des FARDC, moins encore aux yeux de la population. Dans un communiqué envoyé à la rédaction de Télé 50, le porte-parole de l'armée loyaliste en appelle les Congolais à la vigilance la plus soutenue pour ne pas tomber dans les jeux de l'ennemi M23. Le retrait de certaines localités annoncées avec pompe par la coalition M23-RDF ne constitue en réalité qu'une diversion. Pendant que la communauté internationale, les organisations régionales et sous-régionales attendent de l'armée rwandaise qui opère en République démocratique du Congo sous couvert du M23 le respect du cessez-le-feu et le retrait de ses supplétifs jusqu'au Mont Sabinyo, comme le prévoient les différents accords des chefs d'État, le M23-RDF s'illustre par des semblants de retrait. Ici est de noter que la présence et le renforcement de leurs effectifs en hommes et matériel demeurent signalés dans plusieurs localités des territoires de Massissi, Rutshuru et Niragongo, notamment à Kishishi, Bambu, Karenga et Kibumba. Plus cyniques, tels que ressortis dans leur propre communiqué du 22 mars 2023. Ils refusent de se retirer de Kichanga en les subordonnant à la négociation préalable avec le gouvernement. Par ailleurs, ces derniers s'illustrent par des communications préalablement rédigées avant chacun de leurs crimes et forfaits, attribuant aux forces armées de la République démocratique du Congo les massacres des populations dont ils sont auteurs. Il s'agit d'un modus operandi pour continuer à distraire la communauté tant nationale qu'internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo se disent prêtes à ne pas laisser perdurer cet état de choses dont la population congolaise est victime depuis plusieurs décennies. Et puis plus de 700 000 déplacés ont regagné leurs villages respectifs en territoire de Djougou, Irumu, Mahagi et Mambasa entre juin 2021 et janvier 2023. Un retour rendu possible grâce à la maîtrise des violences et la stabilisation de ces milieux par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le porte-parole des FARDC en Ituri salue ces résultats. Toutefois, il estime que beaucoup reste encore à faire. La maîtrise des violences et la stabilité de la situation sécuritaire dans certains recoins de la province de l'Ituri, en territoire de Djougou, Mahagi, Irumu et Mambasa, cela a permis à un retour de la population dans leur milieu d'origine. Sur 1 500 000 déplacés, aujourd'hui nous comptons plus de 720 300 personnes déplacées qui sont retournées dans leur milliers d'origine en territoire de Djougou, Irumu, Mambasa et Mahagi. Ceci est rendu possible grâce à l'approche globale utilisée par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni. Dans cette approche, il y a eu les opérations que nous menons contre les groupes armés hostiles d'une part et d'autre part l'approche non militaire qui favorise la sensibilisation et les dialogues, les communautés vivant en Ituri. Et le 720 300 personnes retournées s'inscrit dans une période allant de juin 2021 jusqu'au mois de janvier 2023. Donc c'est quelque chose que nous encourageons.
Autre chose à présent, je l'annonçais au sommaire comme promis, Marie-Olive Lembe Kabila a lancé ce samedi à Lubumbashi le programme Sisiwote, programme à travers lequel elle va aider plus de 1500 femmes exerçant le petit commerce dont le capital varie entre 20 000 et 100 000 francs congolais. L'activité s'est déroulée dans la salle Monte Carlo au Golfe Plateau, une manière pour l'épouse du sénateur à vie Joseph Kabila de clôturer en beauté le mois de mars, mois dédié à la femme. Et pour un événement réussi, l'épouse de Joseph Kabila avait rencontré vendredi Monseigneur Fulgence Mouteba, avec qui elle a échangé sur le bien fondé de ce programme de renforcement de capacités financières des femmes exerçant dans le commerce à faible revenu. Même le climat fait allégeance à Marie-Olive Lembe Kabila qui, sous un doux soleil, arrive à l'archevêché de Lubumbashi. À l'archevêché, Marie-Olive Lembe Kabila est venue non seulement comme à chacun de ses voyages dans cette partie du pays, présenter ses civilités à l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, son éminence Monseigneur Fulgence Mouteba, mais également lui remettre officiellement l'invitation relative au lancement d'un vaste programme bien structuré de consolidation des aptitudes financières des femmes, une initiative dénommée Sisiwote prévue ce samedi 25 mars. Très réceptif dans l'amour fraternel en Jésus-Christ, Monseigneur Fulgence Mouteba a réservé une suite favorable à cette démarche qui le mènera à bénir cette manifestation qui marquera aussi la clôture des activités prévues pour le mois de la femme, initié par Marie-Olive Lembe Kabila. Un peu plus tôt dans la journée, la présidente de l'ASBEL Initiative Plus a délégué le coordonnateur national d'IPOLC, Nason Kubuyandoule, et la coordonnatrice provinciale d'IPOLC au Katanga, Chimène Mercedes Zema, pour remettre en son nom un groupe électrogène d'une puissance de 45 kVA à l'hôpital général de référence de Lubumbashi, Jason Sendwe. Des coupures intempestives du courant électrique ont augmenté de façon vertigineuse le cas de décès des patients qui pouvaient en temps normal être sauvés. Le geste de Marie-Olive Lembe Kabila vient donc d'épargner des vies humaines. Sur place, de nombreux cas de malades insolvables puisqu'étant totalement démunis, ont été réglés. Marie-Olive Lembe Kabila a ordonné à son équipe l'apurement de plusieurs dettes. Ici, la joie a atteint son point culminant. Les malades et leurs gardes ont oublié leur peine le temps d'un moment. Tous savourent la bonté du cœur de la plus grande donatrice que le Congo n'a jamais connue. En plus de plusieurs gestes, Maman Waro a offert les pagnes Super Wax. Il n'y a pas de joie à être heureux tout seul. Partage ton bien avec ton frère. Relève ceux qui sont affligés. Des recommandations divines que Marie-Olive Lembe Kabila pratique, la main sur le cœur. Et à une semaine de la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle au Nord Kivu, avoir la carte d'électeur devient un véritable casse-tête. C'est dans ce contexte que le député national et opposant Jean-Baptiste Kassekwa a animé une conférence débat vendredi à Goma pour essayer d'apporter quelques pistes de solutions. Il propose la rallonge des opérations jusqu'en juin au risque que le Nord Kivu perde au moins 13 sièges. Il est au micro de notre correspondant sur place, Pacheco Kavundama. Nous réclamons comme piste de solution. Premièrement, que M. Kadima annule sa décision qui nous impose la fin de l'enrôlement d'ici le 1er avril ou même le 11 avril, qu'il prenne une décision qui prolonge l'enrôlement jusqu'au plus tôt le 16 juin. Et qu'au même moment, Kadima adresse une lettre au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour demander la convocation d'une session parlementaire extraordinaire au cours de laquelle la loi portant répartition des sièges sera examinée. La deuxième mesure, c'est que les kits d'enrôlement qui ont déjà fini à être utilisés dans la zone opérationnelle 1 devraient être déployés dans l'ère opérationnelle 3 pour augmenter le nombre de machines dans chaque centre de sorte que l'enrôlement se fasse rapidement. Troisième mesure,
La CENI a donné délibérément des cartes qui s'effacent. Nous voulons que la CENI s'engage à ce que pour chaque personne dont la carte s'efface, qu'il puisse obtenir le duplicata sans que la police n'exige le monnayage de l'attestation de perte de pièces. Parce qu'ici, il ne s'agira pas d'une perte de pièces, mais il s'agit de l'effacement de la mauvaise pièce, la qualité de mauvaise pièce que la CENI a commandée. Et puis les hauts conseillers réunis en plénière ont adopté la feuille de route stratégique du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication 2023-2027. Celle-ci devra constituer une boussole au programme ambitieux qui doit aider les médias à se transformer en véritables entreprises. Cette feuille de route prévoit également d'aider les professionnels du micro et de la plume à intérioriser les textes réglementaires qui guident la profession. C'est là dans l'objectif d'enregistrer moins de dérapages et plus de performances. Le rapporteur adjoint du CESAC, Serge Njimbu, a fait l'économie de ce que prévoit cette feuille de route. On l'écoute. Il était question que nous puissions adopter notre feuille de route, donc la feuille de route du CESAC pour la période 2023-2027. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui, moyennant quelques amendements. La feuille de route a donc été adoptée. La feuille de route prévoit de grandes innovations. C'est notamment de grandes activités. Il s'agit d'un programme ambitieux qui va permettre au CESAC d'aider les médias à se transformer en véritables entreprises. C'est la première grande action. Et la deuxième action, c'est aider les professionnels des médias à pouvoir intérioriser les textes réglementaires qui guident la profession, de telle sorte qu'on puisse enregistrer moins de dérapages et plus de performances. Également, il y aura un programme lié à l'amélioration de la capacité opérationnelle du CESAC sur l'ensemble du territoire national. Comme vous le savez, le CESAC a des coordinations provinciales. Il faudra les redynamiser pour qu'elles puissent jouer leur rôle et surtout en période électorale. Et au-delà de ça, il y a un programme qui prévoit l'optimisation de l'encadrement des médias. La 4e édition de la foire des femmes des médias a ouvert ses portes vendredi à l'hôtel Béatrice à Kinshasa avec l'appui technique du programme Média Secteur Développement Activity et l'appui financier de l'Internews. Elle est placée sous le thème Participation des femmes des médias au processus des résolutions des consensus et maintien de la cohésion sociale pendant la période électorale, apport des technologies et l'information. Cette activité a été organisée par l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite avec l'appui technique du programme Média Secteur Développement Activity et l'appui financier de l'Internews. Elle entre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de droits de la femme. Ces centres de dialogue et de partage d'expérience, instaurés depuis 2020, avec l'initiative de notre partenaire technique Internews, a permis aux femmes de médias à s'auto-évaluer en termes de compétences. Différents médias y exposent leurs outils de travail et leurs produits, notamment des livres, des journaux, des micros et des caméras. L'Association congolaise des femmes de la presse écrite. Ce centre de dialogue et partage d'expériences instauré depuis 2020 avec l'initiative du partenaire technique Internews a permis aux femmes à s'auto-évaluer en termes de compétences et de reconnaissance du pouvoir de la femme des médias dans les instances de prise de décision au sein des rédactions. Dans son intervention, le ministre du numérique a notamment souligné la promulgation du Code du numérique par le chef de l'État Félix Tshisekedi, une première législation pour ce domaine en RDC. Il a invité les femmes des médias à s'imprégner de ce texte qui détermine les comportements infractionnels dans ce secteur. Nous vous en bien que le choix de ces thèmes
et d'autres stratégiques. Placé sous le thème participation des femmes des médias au processus des résolutions, des consensus et maintien de la cohésion sociale pendant la période électorale, apport des technologies de l'information, la foire réunit outre les professionnels des médias, des organisations de défense de la liberté de la presse et de droits de femmes dans les médias. Pourquoi il faut arrêter l'Américain Noel Chani? Tel a été l'intitulé d'un point de presse animé vendredi par le consultant international Tony Bolamba. Dans un exposé clair face aux journalistes, le gouverneur honoraire a exposé les dangers que court le pays à cause de ce projet. Se basant sur des exemples récents qui ont coûté cher à l'humanité, tant dans les continents que dans le monde, le consultant international Tony Bolamba a sonné l'alarme sur le danger que court le pays à cause de la campagne de Noël dans l'opinion depuis plusieurs années aujourd'hui. Un homme d'État responsable, Tony Bolamba ne nie pas que le pays est en effet très convoité et souvent victime de plusieurs complots. Seulement, la RDC reste une vaste mosaïque qui ne devrait pas être divisée par un citoyen qui garderait encore à ce jour sa nationalité américaine. Nous en connaissons tous les conséquences. Une Congolaise ou un Congolais marié à un étranger ou une étrangère et moins Congolais ou Congolaise, une Congolaise ou un Congolais marié à un Congolais ou à une Congolaise. Je dis non. Je ne pourrais me taire devant pareille infamie, devant une telle forfaiture contre notre pacte républicain pour nous diviser. Tony Bolamba se présente toujours comme membre de l'Union sacrée, solidaire à sa famille politique, mais pas dans l'erreur. Il a dénoncé de nombreuses déclarations insensées des soutiens de certains politiques s'attaquant à des familles et personnalités ayant servi la patrie avec dévotion. Le gouverneur honoraire a appelé les hommes d'État à se lever pour barrer la route à toute idée malsaine. Mieux, il propose d'appréhender physiquement toutes les personnes qui véhiculent des messages favorisant le tri, la haine, qui conduiront à des extrêmes. Malgré que le député qui a endossé ce projet de loi et son initiateur se sont affichés aux côtés du président de l'Assemblée nationale, la loi Chani n'a pas été alignée sur les matières à débattre lors de cette dernière session législative pour ce mandat. N'empêche que dans l'opinion, l'idée a pris des racines et est évoquée à temps et à contre-temps dans les débats. Et dans le cadre des activités liées au mois de mars, l'ONG internationale IPAS a organisé vendredi une journée de sensibilisation des femmes et filles pygmées sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. Le but est surtout de promouvoir l'avortement sécurisé et lutter contre la mortalité maternelle, et ce, dans le cadre du protocole de Maputo. Toute femme a droit à la santé sexuelle et reproductive et à un avortement sécurisé si celui-ci entre dans les cadres du protocole de Maputo. C'est ce qu'a expliqué l'ONG internationale IPAS lors de cette journée de sensibilisation des femmes et filles pygmées qu'elle a organisée ce vendredi en ce mois de mars, dédié justement à la promotion des droits de la femme. Vous savez, les avortements sont une réalité et quand les avortements ne sont pas faits d'une bonne manière, de la manière la plus légale possible, il s'ensuit des dégâts qui peuvent être juridiques ou encore physiques sur le plan de la santé. Il faut d'abord passer l'information et IPAS a bien voulu penser au peuple autochtone, aux femmes, pour sensibiliser sur la thématique de l'avortement dans le cadre de Makoki à Moissy, pour leur dire que ces femmes-là ont des droits qu'elles peuvent peut-être ignorer, mais là, elles ne vont plus les ignorer parce qu'elles sont assez outillées. Le droit notamment à la santé sexuelle et reproductive, elles peuvent dire oui ou non à une maternité, quand concevoir, pourquoi concevoir et dans quelle mesure concevoir. Pour ces femmes pygmées, cette journée de Et puis l'association congolaise pour l'accès à la justice dénonce la réforme qui s'annonce à l'Assemblée nationale de la loi électorale en ses dispositions relatives aux conditions d'éligibilité de certains citoyens à la présidence de la République, essentiellement à la nationalité, car de nature à violer la Constitution. La CAJ craint sérieusement que cette réforme ne remette en cause la fragilité de l'unité nationale. Pour en parler, nous sommes en
ligne avec Georges Kapiamba, président de la CAGE. Alors, Monsieur Kapiamba, dites-nous, est-ce prioritaire que la Chambre basse du Parlement aille jusqu'au bout de cette démarche? Alors, premièrement, je voudrais rappeler qu'à notre avis, je suis certain que c'est aussi l'avis de la majorité des Congolais et des Congolaises. Cette réforme n'est pas prioritaire par rapport aux urgences qui se posent. Urgence à caractère sécuritaire à l'est de la RDC, dans la province de Maïndombe, principalement dans les territoires de Kwamut, mais aussi l'urgence socio-économique. Le peuple a besoin aujourd'hui en urgence ou souhaite en urgence que les problèmes d'accès à l'eau et à l'électricité, au manger, au logement, au transport facile et aussi au travail, que ces problèmes soient vite pris en charge par les autorités, y compris nos parlementaires, et que la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics fasse partie de ses priorités. Et donc cette réforme qui vise à toucher la loi électorale dans ses dispositions relatives à la nationalité ne constitue pas des priorités. Mais par contre, cette proposition de loi, si il arrivait qu'elle puisse être alignée et fasse l'objet de débats, je crois que tout cela va contribuer déjà à faire fissurer davantage la concorde, l'unité, de vivre ensemble qui sont encore en difficulté aujourd'hui au regard de tous les autres défis auxquels le peuple fait face. Et que proposez-vous aux parlementaires qui nous suivent en ce moment? De la rejeter purement et simplement, c'est de la pire distraction. On doit focaliser tous notre attention sur les priorités, comme je l'ai mentionné, les plus indispensables, qui touchent à l'existentiel même de la République, notamment cette agression de l'Est. Et c'est ça qui doit nous préoccuper, mais aussi les sociales du peuple congolais. Les histoires là qui vont toujours de pair avec la politique pour permettre aux uns et aux autres d'accéder au pouvoir pour plus tard ne rien faire avec ce pouvoir ou chercher à monter en place des stratégies pour éliminer X et Y n'apporte rien sur le vécu quotidien des Congolais. Ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes de circulation difficiles, des embouteillages, des problèmes de logement auxquels les citoyens font face. Merci, Monsieur Georges Kapiamba, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes président de la CAGE. Et puis, le directeur général de la DGRK a effectué vendredi sa première visite au centre de la Direction générale de recettes de Kinshasa, dans la commune de Limete. Il a également profité pour souscrire à sa déclaration de l'impôt foncier. Regardez. 10 jours après son arrivée à la tête de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Eddy Fumumpoko a effectué son premier déplacement en tant que DG à la direction de la DGRK Limete. Accompagné d'une forte délégation, Eddy Fumumpoko a fait l'état des lieux du centre de Limete. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Les DG de la première régie financière de la ville de Kinshasa a profité de l'occasion pour souscrire à sa déclaration de l'impôt foncier. Chacun de nous doit avoir cet esprit de pouvoir remplir ses obligations fiscales vis-à-vis de l'État. Raison pour laquelle je m'étais présenté pour souscrire à ma déclaration de l'impôt foncier. Et tout un chacun doit savoir que ça c'est un exemple à suivre. Parce que bon nombre de personnes ne comprennent pas. L'impôt foncier a une valeur primordiale. Vous pouvez avoir aujourd'hui un conflit parcellaire. Le fait pour vous d'avoir un certificat d'enregistrement ne suffit pas. Mais si vous avez aussi les preuves de paiement de vos impôts fonciers, ça peut constituer l'ensemble de vos dossiers, l'ensemble de documents que vous allez vous prévaloir la propriété de la parcelle. Donc c'est pour cette raison que chacun de nous doit comprendre le bien fondé du paiement de l'impôt foncier. Eddy Fumumpoko a également
remonter les morales de tous les agents de la direction de l'IMETI afin de travailler pour l'intérêt de la DGRK. Faisant d'une pierre deux coups, les DG a aussi profité de sensibiliser tous les assujettis de payer leurs impôts. Et puis l'ASBEL FPM a lancé officiellement le projet d'éducation financière et digitale vendredi à Kinshasa. Cette activité avait pour thème inclusion financière en RDC et si l'éducation financière des clients était la clé. C'est à Kin Plaza Rotanan que l'ASBEL FPM, en partenariat avec Visa, ont lancé officiellement les projets d'éducation financière et digitale. Une activité auquel plusieurs directeurs des différentes entreprises mobiles et institutions financières ont pris part. Un programme qui s'inscrit dans la continuité du programme national d'éducation financière mis en place en 2016 par la Banque centrale du Congo avec l'appui technique et financier du GIZ. Ces programmes d'éducation financière et digitale qui met un accent particulier sur les numériques sera mis en œuvre sur une durée de 3 ans et a pour objectif doter la population congolaise des connaissances, des compétences et de la confiance nécessaires à une gestion optimale des finances. Le message est clair, c'est que on peut mettre des outils au service du secteur financier pour les clients, mais tant que ces clients ne sont pas éduqués, il est difficile de pouvoir avancer dans l'inclusion financière. Et donc le programme, c'est d'abord de sensibiliser, de former la population congolaise pour qu'on s'assure que chacun, dans son métier, entrepreneur, famille, papa, maman, quelque part, peut savoir comment gérer les finances. C'est très important. Vous savez que parfois on s'endette sans qu'on ait besoin de s'endetter. On va chercher des crédits dont on ne sait pas comment on va rembourser. Et ça crée tellement, il y a des conséquences sociales extrêmement important. Donc ce programme reprend ces bits-là. Soutenir l'adoption des moyens de paiement existants sur les marchés, soutenir l'augmentation du taux d'inclusion financière en RDC est aussi l'un des objectifs majeurs des études menées par les FPM. Ouvrons à présent notre page sportive. Football éliminatoire de la Coupe d'Afrique de Nations 2023. Belle opération effectuée par la RDC avec une première victoire de 3-1 face à la Mauritanie. Match joué au stade Mazembe de Lubumbashi pour le compte de la 3e journée. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Nathalie Yoko. Après les 2 revers initiaux, la République démocratique du Congo se relance enfin dans la course et c'est avec manière. Un match plaisant, le spectacle était au rendez-vous ce vendredi au stade de la Kamalondo de Lubumbashi. Après un début marqué par des ratés, il fallait attendre la 37e minute pour voir Gaël Kakuta ouvrir le score pour la RDC dans ces matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Gaël Kakuta, bien servi par Aldo Kaloulou, le remplaçant des Meshak Eli, alors blessé à la 22e minute par Thiam, le Mauritanien. Les Congolais vont appuyer sur l'accélérateur, d'abord avec ce raté de Cédric Bakambu. Insatisfait, Bakagol va aussi rééditer l'exploit à la 42e minute. Balle à terre, les Congolais ont compris face à un monstre des gardiens mauritaniens très fort en frappe aérienne. 2-0, c'est sur ce score que les 2 équipes vont en pause. Si la première période était à l'avantage du Congolais avec un match plié, pratiquement, ce n'était pas le cas en 2e période, avec une équipe mauritanienne qui jouait en infériorité numérique. Un match tout de même engagé et physique entre les 2 parties. 55e minute, Abéid va trouver le chemin des filets pour réduire le score. 2-1. Mais c'était sans compter sur la détermination des Congolais. Arthur Maswaku va s'illustrer à la 66e minute pour les buts du break. 3-1, 3 premiers points arrachés pour la République démocratique du Congo qui devra faire encore plus pour espérer une quelconque qualification dans ces groupes dominés par le Gabon. Avec 7 points, la Mauritanie, malgré cette défaite, est en 2e position, suivie du Soudan, 3 points. Le prochain match de la RDC, c'est le mardi prochain contre la Mauritanie à Nouakchott.
Et c'est bien pour les Léopards avec ce match de la 3e journée qui les relance dans la course des éliminatoires, qui redonne espoir aux sportifs congolais. On écoute les deux équipes en conférence de presse d'après-match. Alors, je pense que c'est vrai qu'on a fait dans l'ensemble un bon. On a eu la maîtrise du jeu, on a eu les plus franches occasions. Je pense que le score est logique au vu de la physionomie du match, même si après, avec le fait de jeu, on perd malheureusement Méchac, qui était très très bien rentré dans son match. Et puis après, en supériorité numérique, je pense que on a fait la différence assez logiquement. Et puis sur l'entame de la deuxième mi-temps, on est mal rentré. On demandait de manière un petit peu suffisante, j'allais dire. Et puis on a logiquement pris un but. Après, ce qui est intéressant, ça a été le caractère de l'équipe pour repartir de l'avant. Voilà, donc c'est un des points à analyser, un des points à progresser. Dans l'ensemble, je suis content de la performance qu'on a faite, de l'engouement qu'on a mis, notamment sur nos phases de pressing hautes. Et voilà, vous savez, un match de football, c'est jamais facile à gagner. Le principal était de le gagner aujourd'hui pour avoir nos premiers points dans ce groupe et continuer à espérer. C'est vrai qu'être pénalisé d'un joueur à la 12e minute, ça nous a beaucoup handicapés. On a essayé de rajuster un petit peu notre système de jeu qui a été et tout notre plan de jeu par rapport à la rencontre qu'on a voulu mettre en place dès le départ, le projet. Voilà, après on a joué contre une belle équipe congolaise avec de très bonnes individualités. Malheureusement, vous savez, quand vous démarrez à 10 au bout de 15 minutes, contre une armada comme ça, c'est un peu compliqué. Vous courez après l'adversaire et malheureusement, on finit par s'incliner. Mais on va essayer de relever la tête très rapidement. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Programme Sisiwote, Marie-Olive Lembe-Kabila vient en aide à plus de 1500 femmes exerçant dans le commerce à faible revenu. La cérémonie s'est déroulée à Lubumbashi, au Golfe Plateau. Et en sport, c'est bien parti pour se relancer dans la course aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire. Après 2 défaites, la RDC s'impose aux 3-1 face à la Mauritanie et des Arbres se montrent plutôt confiants pour la suite des éliminatoires. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu.